Moi, j'aimais l'écriture. Voilà comment un jour, je vois le grand frère Franck Ouassistran. C'est un monsieur qui est très discret, qui était le rédacteur en chef du journal de M. Dassori Ignace en son temps, en février 2000, le JD, le Jeune démocrate, pour ceux qui ont connu ce journal. Voilà là où j'ai fait mes premiers pas dans le journalisme, en février 2000. Nous sommes en 2024, ça me fait 24 ans dans le métier de la recherche et du traitement de l'information. En 24, ça me fait 24 ans que je suis dans ce métier. Mais mes premiers pas, je les commence au JD. Et quand je commence au JD, je ne commence pas au service culture. Je commence d'abord en culture. Je commence d'abord en société. Et en son temps, j'ai dénoncé, on va dire, en griffe, des malversations qui avaient eu en son temps à la direction générale des douanes. Et je me rappelle en son temps du directeur général des douanes, M. Kosere Koré, qui m'avait fait appeler par son attaché de presse. Et je me rappelle lui avoir dit quelque chose. Vous savez, monsieur, moi, je ne mange pas dans les mains de qui que ce soit. En fait, je vous dis que mon leadership, ma personnalité, je l'ai construite depuis petit. Je n'ai jamais été un corrompu. Parce que souvent, lorsqu'on trouve un parti politique et un journaliste, on a vite fait de le prendre pour un corrompu, pour quelqu'un qui vend, on va dire, ses compétences journalistiques. Non, je n'ai jamais mangé de ce bois. Et je ne mangerai jamais de ce bois. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que je vis dans un pays qui offre toutes les opportunités pour pouvoir avancer dans la vie. Et je me bats pour avancer dans ma vie. Donc, lorsqu'en son temps, ce directeur général des douanes me fait interpeller par son attaché de presse et qu'il me parle, je lui dis ça. Et après, je me retrouve à écrire aussi des articles politiques. Ensuite de suite, je reste à la rédaction culturelle, artistique, et je n'avais pas de salaire. Je n'avais pas de salaire. Je marchais du groupement foncier où j'ai habité, alors que j'étais chez mon grand frère. Depuis 96, je marchais du groupement pour venir au collège Falaise, à la rédaction du JD, où je faisais mes articles. Vraiment, j'aimais ce métier. Je prenais le bus 85 là pour aller à Cocody pour les cours, parce que j'étais en formation encore à l'ISTC quand j'ai commencé à écrire dans les journaux. Voilà comment un jour, Omer Bouti, qui était à la rédaction sportive, est détaché. Il a été recruté en son temps par M. Ossé Richard, qui était chargé de communication à la présidence sous Laurent Gbagbo. Et il a créé le journal L'Express Ivoirien. Voilà comment j'arrive à l'Express Ivoirien en 2001, mais au service culture. Rien à voir avec la politique. Rien à voir avec les idéologies. C'est-à-dire, je n'étais même pas dans ça. Pour parler vraiment de manière relâchée comme l'Ivoirien. Donc, je me retrouve à l'Express Ivoirien en son temps. Et l'Express Ivoirien, c'est là où j'ai mon premier salaire, 80 000 francs CFA. Ça doit représenter quoi aujourd'hui? Près de 120 euros, 130 euros. Que j'avais comme salaire. Et je continue à prendre les cours à l'ISTC. Et c'est en février, c'est en 2003, non, en 2001. Je crois quelques temps après, je rentre à Déclic Magazine, qui était un magazine People. Je découvre ce journal justement lorsque je suis toujours à l'ISTC. Un jour, je sors et je vois, parce qu'on avait découvert, on connaissait tous Top Visage. Et aujourd'hui, je le dis parce qu'il y a certains qui pensent que j'ai écrit à Top Visage. Je n'ai jamais été à Top Visage. On connaissait Top Visage depuis 1994. Et c'était le second journal People que j'ai découvert en son temps, à la Cité des Arts, lorsqu'on partait manger Garba. Et quand j'ai vu ce journal, j'ai dit, wow, il faut que j'écrive dans ce journal. Voilà comment, en ce moment, on était en train de créer un club d'étudiants à l'ISTC. Et dans ce club militaire, M. Touré Junior, il était un peu comme notre parrain. C'était le journaliste qu'on avait dit en son temps qui faisait beaucoup sur les reportages de Mme Henriette Konan-Bédié, justement. Donc, je le trouve à la RTI et je lui dis, ah, je viens de voir un journal là, vraiment, j'ai envie d'aller écrire là-bas. C'est lui qui me dit, mais voici la carte de visite, comme par hasard, de la rédactrice en chef. Elle s'appelait Tabitha Lord. Et il me donne la carte de visite. Quand je l'appelle, elle me dit non, appelle plutôt M. Binaté. Binaté Mamadou, qui a été mon rédacteur en chef donc, à Déclic Magazine, grâce à qui je vais intégrer cette rédaction. Quand je vais le voir, je lui présente tous les articles que j'avais écrits auparavant au JD, à l'Express Ivoirien. Je lui dis, j'essaie d'écrire. Pour vous dire, on ne m'a pas pris par la main. Et j'intègre la rédaction
de Déclic Magazine en 2001. En 2001, toujours, j'écris mon premier article en son temps sur le groupe Magic System, qui était un groupe jeune, après la sortie de leur chanson Premier Gaou qui faisait vraiment feu de tout bois. Et je sentais qu'il y avait une division qui guettait ce groupe. Voilà comment je vais écrire un article pour dire « Attention, je les interpelle ». Donc, déjà, mon titre, c'était en temps Magic System, la division. J'ai fait un point d'interrogation. Donc, je vais maintenant décrypter. Et je mets, en tout cas, les dangers qui les guettaient. Et lorsque cet article sort, c'est leur chargé de communication, Béranger, qui a un grand frère dans le métier, qui travaille avec eux, qui était leur chargé de communication, qui me fait appeler par le canal de Assalfo. Et Assalfo me reçoit au quartier Hibiscus à Makori. Ils habitaient à 4 dans le même, ils étaient en colocation. Je le dis dans le livre que j'ai sorti celui en avril 2018, qui est sorti aux éditions du Panthéon et qui est encore disponible aux éditions Valès en Côte d'Ivoire, un peu partout sur Amazon. Je raconte cette histoire vraiment dans les moindres détails. Donc voilà ma première rencontre avec le groupe Magic System par le truchement d'Assalfo. Et c'est grâce à Magic System que j'ai fait mon premier voyage en 2001 au Niger. En 2002, nous partons au Mali ensemble. En 2003, au Burkina Faso. En 2004, au Gabon. Et en 2005, le 5 novembre 2005, je découvre pour la première fois la France grâce à Magic System. Donc, je reste dans le circuit people, artistique, culturel. Rien à voir, absolument rien à voir avec la politique. Quand je dis absolument rien, absolument rien. Et c'est lorsqu'en 2005, je fais mon parcours, je viens avec eux en France. En tant qu'un enfant de pauvre, je vous ai parlé de ma vie. Je viens en 2005, le 5 novembre, on rentre le 25 novembre. Mes parents me font asseoir pour dire, toi un enfant de pauvre, tu viens en France, au lieu de rester, tu retournes encore. Voilà comment je retourne en France le 2 décembre 2005. Je reste en France. Mais avant, lorsque j'étais à Déclic, j'ai commencé à aller présenter les Midi Premières, parler des événements culturels sur les plateaux de Midi Premières. Et j'ai fait la rencontre d'un grand frère qu'on appelle Ousmane Sissavané, qui est aujourd'hui le directeur de la communication du PPAC. Il fallait un nom qui va vous parler, parce que grâce à ce monsieur, je vais faire d'autres rencontres. Grâce à ce monsieur, je vais rencontrer plus tard le président Laurent Gbagbo. Grâce à ce monsieur, j'ai rencontré sa grande sœur, Madame Nadi Bamba. Et tous ceux qui viennent sur Actu People, sur notre chaîne YouTube, lorsqu'ils voient une autre production, qu'ils comprennent pourquoi, par exemple, souvent c'est Charles Blé Goudé, c'est Laurent Gbagbo, pourquoi c'est ceci. Je vais vous donner tous ces détails tout à l'heure. Même ma rencontre avec Charles Blé Goudé, je vais vous donner tous les détails. Là, on est en train d'avancer tout doucement, je vous donnerai les grands aspects. Parfait. Donc, du coup, je viens rester en France, à Nice précisément. Donc, du coup, je reste à Nice, chez mon neveu, à Nice. Et ensuite, je suis monté sur Paris, parce qu'en son temps, je devais faire la biographie d'une artiste du nom de Alice Dekessa. Et je monte sur Paris, je devais avoir 26 ans, j'étais très jeune. Et il y a un monsieur qui m'a pris, qui m'a ouvert ses bras, monsieur Zé Joseph, c'était son producteur. Et ce monsieur, il travaillait à BNP Paribas. Il m'a dit, mon fils, je peux te payer tes études. J'étais jeune. En son temps, je ne pensais pas à ça. Sauf que c'est après, je vais faire la reprise d'études ici en France, de 2015 à 2019. Je vais arriver sur ce chapitre. Donc, je reste sur Paris. Et au hasard de nos différentes virées nocturnes, un jour, je rencontre le grand frère Ousmane Sissavané à Paris. Et il me dit, mais Vergès, je te cherchais parce que je viens de créer mon journal et je voulais que tu en sois le rédacteur en chef. Je lui dis, bah, il n'est pas tard. Et le journal dont il parlait, c'était Prestige Magazine. Du coup, je commence à être correspondant de Prestige Magazine, je me rappelle bien. Mon premier article, c'était sur le décès de Doug Saga en octobre 2006. J'étais encore en France quand j'alimentais ce journal avec mes informations. En mars 2007, je rentre en Côte d'Ivoire. D'abord, je travaille sur la pagination du journal. Je fais un relooking, je fais une nouvelle maquette.
En tout cas, le journalisme People, ça a toujours été ma passion. Et je suis nommé rédacteur en chef de Prestige Magazine grâce à Ousmane Sissabane. Mais je viens pour 3 mois d'essai. Et en son temps, le journal Le Temps, qui appartenait au groupe Cyclone, existait. Il n'y avait pas encore LG Info. Il y avait Le Temps. Et tout le monde vendait, ne vendait pas si cher ma peau. On m'a dit, mais toi, tu vas travailler avec Madame Nadi Bamba. C'est une dame qui est très dure. Ça sera compliqué pour toi. Tu ne vas même pas rester 2 mois, 3 mois. J'ai dit, c'est Dieu qui décide. Et c'est Dieu qui dispose du destin de chacun. Je venais pour 3 mois d'essai. J'ai dit, je laisse la France. Ma grande soeur décide de ne plus me parler. Pourquoi j'ai laissé la France pour venir en Côte d'Ivoire? Entre-temps, ça faisait 11 ans que je n'étais pas en contact avec mon père. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, papa, je suis en France. Dieu me fait grâce, je mange, mais je ne suis pas bien dans ma tête. Mon père, dans le petit village à Benoufla, le monsieur qui n'est jamais allé à l'école, il me dit, mon fils, va là où tu auras la paix du cœur, là où tu seras bien dans ta tête. Donc, quand souvent, on veut peut-être te frustrer avec des thèmes qui appartiennent à tel. Ça fait mal, mais tu te dis, c'est pas ma vie, c'est pas grave. Parce que c'est lorsque on se sent accusé de quelque chose qu'on fait, qu'on a mal. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie. Pour que vous sachiez que le Guillaume Vergès, vous voyez, il fait les interviews. Il fait ci, il fait ça. C'est quelqu'un qui se bat. Donc après les 3 mois d'essai, je dois faire un point, un bilan avec Mme Nadi Bamba. Vu que je suis arrivé, que j'ai changé la maquette, j'ai tout changé, j'ai demandé à faire monter le tirage. Le journal tirait, je crois, à 1000, 2000 exemplaires. J'ai dit, je passe à 5000 exemplaires. Parce que quand moi j'étais à Déclic, on faisait de gros tirages. J'ai dit, il n'est pas normal, je viens pour être un leader. Lorsqu'on fait le bilan au bout de 3 mois, nos ventes n'étaient pas bonnes. La bonne dame, elle était en disposition de me dire, arrête. Elle a dit, je vois que tu es en train de faire un bon travail. Et pour la petite confidence, c'est Assalfo qui va me rapporter cette confidence. Qui me dit, mais j'étais chez le président, à l'anniversaire du président, chez ta patronne. Parce qu'en son temps, elle a toujours, voilà, leur relation de notoriété, ce n'est pas une relation qui date d'aujourd'hui. Souvent, les gens, ils racontent certaines choses. Je ne veux pas rentrer dedans. Mais ce n'est pas une relation qui date d'aujourd'hui. Assalfo m'a dit, ah ouais, le président m'a parlé de ton journal. Il disait à sa femme, vraiment, depuis ton petit journaliste là est venu, vraiment, le journal est en train de bouger. Donc, elle avait vu les efforts significatifs que je faisais. Et donc, je suis lancé. Et je me rappelle une anecdote avec Madame Nadi Bamba. Je fais un jour la une du journal en tant que rédacteur en chef. J'aime bien faire mon squelette, toute ma pagination, la manchette, les sous-titres, enfin tout. Les appels de titres, enfin, je fais tout et je donne à mon infographe qui me fait ma mise en page. Et un jour, je fais ma une et elle veut changer. C'est la toute dernière fois que vous changez, que vous touchez à une de mes unes. Je suis responsable de mes écrits. Et en tant que rédacteur en chef, je veux que lorsqu'on fera les bilans, si je n'ai pas été à la hauteur, que je sois sanctionné sur ça. Mais je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Qu'on vienne me censurer. Je n'ai jamais été pour la censure. Je suis pour la liberté d'expression. Je suis pour la liberté que les compétences s'expriment. Et tous les journalistes que j'avais sous ma charge, quand ils font un article, que l'article n'est pas bon, je corrige. Je leur dis, voilà comment tu devais faire ton accroche, voilà comment tu devais faire ton, voilà comment tu devais agencer ton article. Voici les informations qui manquent. Je coachais. Mais je ne prenais pas un article, je froissais, je mettais à la poubelle. Non, moi je ne censure pas. Je leur dis, maman, c'est comme ça que je l'appelais. Et je vous dis pourquoi je l'appelais maman. Je vais vous expliquer ça par la suite. Donc voilà comment je commence. Et Prestige Magazine commence à gagner en puissance. Pour tous ceux qui ont suivi les beaux jours de la presse people en Côte d'Ivoire, en tout cas de 2007 où j'ai dirigé ce journal jusqu'à 2013, Prestige Magazine faisait partie des meilleures ventes au niveau des journaux people en Côte d'Ivoire. Voilà comment j'ai dirigé ce journal. Et voilà comment j'ai connu la dame. Parce que souvent beaucoup de choses se disent sur ça. J'ai connu la bonne dame par rapport à des rapports professionnels. Elle a vu mes compétences, elle m'a signé un contrat. Et c'est l'une des rares fois, je bénis Dieu pour ça. Et je le dis tous les jours. C'était, là j'avais un vrai salaire. J'étais payé par virement bancaire. J'avais une fiche de paye. Lorsque je venais en France pour mes missions, j'avais ma déclaration CNPS. J'étais vraiment un journaliste plein pot, bien payé,
avec des bureaux bien. J'étais bien, je faisais bien mon travail. Jamais je ne me suis mêlé des questions politiques. Le rapprochement, et ça, je vais révéler ça pour la première fois, va se faire là où je vais avoir du respect pour Mme Nadi Bamba, et j'aurai toujours du respect pour elle par rapport au fait qu'elle a respecté ma modeste personne. C'est lorsque, en 2009-2010, j'ai mon père spirituel, dont je ne vais pas citer le nom dans ce direct, par respect pour beaucoup de choses, a eu des soucis avec elle. Enfin, avec d'autres personnes. Il a eu des soucis avec d'autres personnes et il m'a appelé pour que j'intervienne auprès d'elle. Le point s'est posé en 2008 d'abord, avant la rencontre avec mon père spirituel. Merci. Le 3 mai 2008, j'ai décidé de faire le concert de Soumbil au complexe sportif de Yopougon lorsqu'il sort son album Que la lumière soit. Un très bel album avec des titres comme Aïdara. Pour vous parler de ma dimension artistique, de journaliste culturel, profondément rattaché aux choses musicales et aux valeurs artistiques. Lorsque je décide de faire ce concert, justement, je suis, on va dire, waouh, combattu dans tous les sens. On n'a pas d'annonceur, aucun soutien. Je vous parle de 2008. Pour ceux souvent qui s'asseyent, parce que tellement de choses, les gens peuvent se dire, mais ceux-là, ils étaient à Gbagbo, ils ont été dans le pouvoir de Gbagbo, ils ont eu ceci. J'ai toujours été un petit pauvre dans ma vie. Je me suis toujours battu. Le concert de Soumbil, quand on le fait, je me bats jusqu'à quand je prends crédit. Le monsieur de la Sono même là, on ne l'a pas payé. C'est à ce concert au complexe de Yopougon que Soumbil a pris la parole. Ce jour-là, j'étais d'un jeûne sec de 3 jours. Soumbil dit, les gens nous ont combattus. Mais Guillaume Vergès a dit, ce concert, on le fera et on l'a fait. Guillaume Vergès, c'est un monument. Parce que je voulais que cet album soit promu. Et après, ça a explosé. Et aujourd'hui, cet album, c'est sur cet album, on trouve des titres comme Inch'Allah, Bénis-moi, Aïdara, Bambo Ghetto, Que la lumière est, Qui saura. Des albums où il fait une vraie satire de notre société. République de président, L'aveugle et les dentés, des titres cultes. Donc, je fais ce concert. Et avant ce concert, justement, je vais faire un midi première. Quand je fais le midi première, c'est mon patron Ousmane Sissavané qui m'appelle, qui me dit, ah, madame veut te voir. Je dis, mais c'est pourquoi? Il me dit, ah, il y a des gens qui sont allés te torpiller chez madame, pour dire que toi, tu prends son journal pour faire tes business, tu prends son journal pour faire tes activités. Là, après, tu es en train de faire le concert de Soumbil, on met ça Soumbil tous les jours à la une du journal, plein de torpillages. Je lui dis, grand frère, tout ce que les gens ont dit, ils ont raison, mais il faut leur dire que, faut dire à madame, je ne veux même pas la voir. Moi-même, là, laisse, je démissionne. Je suis dans le taxi de Cocody. Quand j'étais allé faire midi première, je venais à la Riviera 2, où se trouvait notre siège. Le siège de Cyclone y est toujours. Je lui dis au téléphone, c'est fini même. Je n'ai même pas envie de m'emmerder avec quelqu'un. Il me dit, mais Vergès, c'est à quel problème? Je dis, grand frère, je ne veux plus être rédacteur en chef. Parce que je ne veux pas qu'on me stresse pour rien. Je suis là pour mes compétences. Si je n'assure pas au niveau du journal, on peut me reprocher des choses. Mais pour mes activités annexes, pour cela, non. Quand j'arrive, il me prend un bureau à côté. Il dit, mais tu as quel problème? Calme-toi. Je dis, grand frère, tu ne me connais pas encore. Hein? Moi, puis Cyclone là, aujourd'hui c'est fini. Il dit, Vergès, calme-toi. Je dis, c'est fini. Je dis, bon, il dit, ok, madame t'attend en haut. Elle t'attend dans son bureau. Donc quand j'arrive, je rentre dans son bureau. Un beau bureau grand. Elle me dit, Vergès, qu'est-ce qui se passe? Elle parle calmement, la dame. J'ai dit, maman, elle m'a dit, vous voulez me voir? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle me dit, tu sais, je sais que les gens sont contre toi, mais sache que je suis à toi aujourd'hui, demain, après-demain. Je ne sais pas si vous êtes en train de... Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. En Afrique, c'est-à-dire, tu as des détracteurs, des gens qui sont très intimes à une femme influente en son temps, du pouvoir, une dame d'affaires prospère, et femme influente du pouvoir, on va lui dire que toi, tu prends son business pour en faire ta chose et que ceci, cela, on te torpille et elle te dit, je sais que les gens sont contre toi, mais sache que je suis à toi aujourd'hui, demain, après-demain. J'ai regardé la bonne dame, je lui ai dit, maman, Adjana Ribamba. Papa, vous êtes ma maman. Je vous parle de rapport humain, je vous parle de partage de valeurs, je ne vous parle pas d'idéologie politique.
Je vous dis ça. Voilà comment toutes ces dames ont gagné tout mon respect. Les épithètes de tu es de quel parti, tel parti, ce n'est pas ma vision de la vie. Moi, je partage des valeurs. Que ce soit du RHDP, que ce soit du PDCI, que ce soit PPAC, que ce soit COGEP. Tant que tu me respectes, je te respecte. Tant que tu as l'amour de ton prochain, je bénis Dieu, ça fait partie des valeurs que Dieu nous enseigne. Les histoires d'idéologie politique, ça ne m'a jamais intéressé. Et ce n'est pas aujourd'hui ni encore demain. Je le disais hier dans mon petit commentaire, je dis, c'est pas hier, je n'ai pas pris de position politique, je n'ai pas eu de couleur, ce n'est pas aujourd'hui que je vais avoir ça. Parce qu'en son temps, j'aurais pu me muer en militant journaliste. Je suis resté dans mon people. Sous le président Laurent Gbagbo, je n'ai jamais été à la présidence de la République. Je ne connais même pas où se trouve la présidence. La seule fois où j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo, et je vais vous dire, ça devait être en 2010 si j'ai bonne mémoire. Parce que Prestige était devenu le fleuron du groupe Cyclone. Et j'étais aussi combattu en interne. Il y a un grand monsieur qui était ami du président Laurent Gbagbo, le grand père, son âme, Ali Keïta. Lorsqu'il est arrivé à la rédaction, Maman Nadi avait construit de nouveaux bâtiments et j'avais un très beau bureau. Et le monsieur, il trouvait que j'étais un peu trop dans mon coin. Quand je viens ici dans mon coin, je me joue. Et puis bon, j'ai toujours été un jeune dans l'heure du temps. Costume, cravate tous les jours au travail, bien mis, propre, franchement. Ça, c'est des choses, même pour un enfant de pauvre, je n'ai jamais aimé ce qu'on appelle toutounou. Je n'ai jamais aimé brode. Moi, je suis né au village, je vous ai dit, mais je ne me suis jamais comporté comme un enfant de pauvre. Jamais. À tel enseigne, souvent, les gens se demandent, mais est-ce que tu es né ici? Il y a quelqu'un qui me demande aujourd'hui si tu as des cicatrices. J'ai dit, mais j'ai des cicatrices de mon pied jusqu'à... Parce que nous, les dabas, la machette, c'était ça nos outils. Ali Keïta voulait, genre, comme il était venu être, je ne sais pas, l'encadreur de tous les 3 pôles rédactionnels, il voulait me mettre sa loi, il voulait souvent s'ingérer dans ma ligne éditoriale. Je lui ai dit non. Que j'ai des orientations même. C'est pourquoi, par exemple, tel artiste ne soutient pas Babo, puis j'écris sur lui, j'ai dit, hé, moi je ne suis pas dans ce genre de logique. C'est un artiste, ses convictions politiques, je m'en fous. Et donc, ça devient un problème. Il s'en va voir maman pour lui dire, il faut qu'elle me chasse. Voilà comme un jour, elle me dit, comme je suis le week-end à Yam Sokro avec le patron, c'est pour ça qu'elle appelle son époux, comme je suis un week-end avec le patron, si tu peux nous rejoindre. Voilà comment je vais à la maison du président, en son temps, par le canal de son aide de camp, en son temps, Koné, qui nous emmène. Et c'est là la première fois que je vois le président Laurent Gbagbo. Je l'ai juste salué, ce jour-là, j'étais dans un moment de jeûne. Ils étaient en train de manger, ils nous ont dit j'étais avec... oui, je partais avec mon assistant maestro. Malheureusement, la voiture même, on a fait une panne sur la route. On a dû remorquer notre voiture. On est arrivé très tard, au moins, il devait nous recevoir. Donc, quand on est arrivé, il nous a fait recevoir par M. Kone Boubacar, qui lui a été mon professeur d'anglais à l'ISTC. M. Kone Boubacar, directeur de protocole du président Laurent Gbagbo, dans ces derniers jours, qui est toujours au PPAC, il a été mon professeur d'anglais. Donc, c'est avec M. Boubacar, j'échange. Et après, maman me dit, bon, on a compris. Le soir, ils nous ont pris une chambre à l'hôtel président. Je crois le jour-là, il y avait la Coupe du Monde, il y avait un match, on a regardé. Et puis, moi, j'ai fini de parler avec eux. Le lendemain, je suis rentré à Abidjan. Je n'ai plus vu le président. Voilà comment je continue ma petite vie. Et entre-temps, je vais énoncer un autre nom, M. Charles Blé Goudé. Comment je connais Charles Blé Goudé? Par le canal d'un monsieur, je dirais, bon, en tant que personnage public et politique, tout le monde le connaissait. Ce n'était pas mon ami, certes. Mais la première fois que je vois le président Charles Blé Goudé, le président du COGEP, au siège, c'était au siège de Cyclone. Et ce jour-là, on était en 2008. Je me rappelle bien pourquoi. Parce que c'était là où il y avait des bisbilles entre Assalfo et Angelo Kabila. Donc Kabila vient m'expliquer la crise qu'il y avait entre eux et Magic System. Et j'appelle Assalfo. Et ce jour-là, on m'a dit qu'il était en train de se coiffer. Et j'ai dit à son gars qui a pris le téléphone, dis-lui que c'est... Parce qu'il m'appelle à mon nom de famille. Il faut dire que c'est Goïbi qui a appelé, s'il peut me rappeler. Donc il ne m'a pas rappelé. Et le lendemain, comme par hasard, je vois le président Charles Blé Goudé, je l'approche, je dis, ah, comme je sais que tu es proche de Kabila, il y a un problème entre lui et Assalfo. Qu'est-ce que tu fais pour régler ça? Il me dit, mais moi, j'ai parlé à Assalfo, ils appellent Assalfo Bédier. J'ai parlé à Bédier, mais il ne faut pas comprendre. Donc le soir, Kabila m'appelle et voilà comment on fait un entretien.
une interview, moi et Kabila, et je diffuse l'interview, et je fais un encadré pour parler du départ, de la séparation entre Magic System et tout. Voilà comment je rencontre pour la première fois Charles Blé Goudé. Et c'est la suite, quand je vais sortir mon premier recueil d'exhortation entre nous, Charles Libre à Vite, qui est sorti en septembre 2010, que je vais le voir pour lui donner des exemplaires. Je crois qu'il m'avait donné 200 000 qu'il a payé des exemplaires. Il a payé, il ne m'a pas donné l'argent. Je crois que c'était un peu... Non, 200 000, je crois que c'est trop. 50 000, mais ça ne vous dépasse pas 200 000 francs CFA. C'était par rapport à un engagement politique quelconque, rien. C'est mon travail qu'il appréciait. J'avais sorti un ouvrage et cette lucane, c'est une rubrique que j'animais dans Prestige qu'on appelait Entre nous, que les gens appréciaient. Donc lui, voilà comment je le rencontre. La crise arrive en 2011. Moi, j'ai eu ma chance. Quand je dis j'ai eu ma chance, je n'ai jamais été inquiété. Mais je vais vous expliquer. En 2008, je suis le conseiller en communication d'Alpha Blondy. Je suis le conseiller en communication d'Alpha Blondy. Il me fait l'honneur, la faveur, la sympathie de me dire, jeune frère, tu es mon conseiller en communication. Il avait pour manager Ghislain Kwasi. Un monsieur qui nous a bercés. Il a commencé à chanter en 81. Moi, je suis né en 79. Quand il était une grande star, j'avais 2 ans. Il demande d'être son conseiller en communication. Voici, avec Alpha Blondy, je vais apprendre des valeurs, de vraies valeurs. Et c'est là que je vais comprendre que la vie, c'est beaucoup de modestie, c'est beaucoup d'humilité. Mon premier voyage avec Alpha Blondy, c'est en 2008. On fait Paris-Angers. On est venu au Festival des Éclectiques. Angers, c'est à 45 minutes de Nantes, la ville où je vis aujourd'hui. Au Festival des Éclectiques. On est dans le tourbus. On fait 4 heures. Paris, Angers, Angers, Paris. C'est Alpha Blondy qui me sert le thé. Et je parle avec lui, j'échange avec lui. Et ce monsieur, lorsqu'il y avait des sujets brûlants, dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, je vous parle de 2008-2009, il prenait mon avis. Même au plus fort de sa crise entre lui et le président Alassane Ouattara, où il menaçait même d'aller le buter avec une arme. Après, c'était sorti dans les journaux, je ne suis pas en train d'inventer, là, ce n'est même pas une confidence. Mais, en aparté, je lui disais, Coro, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Même lorsque moi, j'ai eu l'opportunité d'être conseiller de personnalité de ce rang, j'ai toujours été pour la tolérance. Je me rappelle de sa crise larvée entre lui et puis Tikenja. Comment je lui parlais. J'ai vu un Alpha Blondy qui pleurait souvent. Même lorsque les gens faisaient des méchants commentaires sur lui sur les réseaux sociaux, il lui disait, mais Coro, tu n'as même pas besoin de te plaindre pour ça. Quand on t'insulte, est-ce que tu ne t'appelles pas Alpha Blondy? C'est pour ça que vous allez voir que je réponds rarement aux commentaires. Quand c'est gentil, vraiment ceux qui sont les commentaires gentils, que Dieu vous bénisse. Mais quand c'est méchant, vous n'allez jamais me voir répondre parce que j'ai appris à me mettre au-dessus de ce genre de choses. La vie m'a montré que les vrais points là, ce sont mes factures. Comment est-ce qu'après je reviens me retrouver en France ici à souffrir, à faire des jossis pour payer mes études, pour me battre, pour... Bref, et créer Arthur People, le où on va aujourd'hui, nous tous. Et puis souvent les gens pensent que oui, mon chien. Non, non, non. Bref. Donc, conseil en communication d'Alpha Blondy, la crise intervient. Et Alpha Blondy m'appelle, il me dit, Maître Vergès, tu es où? En ce moment, j'habitais en Grès, chalet, à quelque part du Café des Versailles. Il me dit, Maître Vergès, on était en pleine crise, hein. Il me dit, appelle ta patronne parce que le président Laurent Gbagbo, tous ses commandants, tous les gens qui sont autour de lui vont le lâcher. Je ne veux pas qu'il meure. Préviens sa femme, elle va lui dire. Je prends mon téléphone, je l'appelle. J'appelle maman, puisque j'avais son numéro. Je lui dis, ah, voici ce qui se passe. Elle me dit, ah, elle est cachée quelque part, elle est en sécurité quelque part. Elle n'a pas accès au président. Voici le numéro de la résidence. Quand j'appelle, je tombe sur un commandant. En tout cas, c'est un militaire. Je lui dis, je veux parler au président. Je n'ai plus jamais eu quelqu'un au téléphone jusqu'à le téléphone, j'ai rapproché. On était en pleine crise. Alpha Blondy m'a appelé, il m'a dit, Maître Vergès, fais attention à toi, les gens savent que là où tu es. N'ouvre pas ta porte à qui que ce soit parce que apparemment tes échanges ont été interceptés.
Là, je rentre dans une grosse peur quand même. Mais je ne me reproche rien. Je n'ai jamais été dans quoi que ce soit. La preuve même, lors de cette crise, mes 2 neveux, Dieu merci, aujourd'hui, sont en vie. Franck et KGB La Paillasse, qui étaient des jeunes militaires,